Vous écoutez Ça sonne juste. Je m'appelle Myrtille Lancel, je suis musicienne, professeure d'instruments spécialisés en alto et violon. Puis j'ai enrichi mon arc avec l'enseignement du chant et du piano. Je suis également créatrice de musique instrumentale, de chansons. Et surtout, je suis sensible à la question d'une pratique à la fois technique, ludique et consciente. Ce podcast est destiné aux professeurs, élèves, parents d'élèves, curieux, mélomanes, qui souhaitent ouvrir leur champ des possibles et y trouver quelques clés qui sonnent juste pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici venu le dernier épisode de cette saison. Pour que cette chaîne puisse continuer à se développer, et si ces épisodes ont laissé une belle empreinte dans votre univers de professeurs, d'élèves, de musiciens, de mélomanes, les partages, likes et commentaires sont les bienvenus. Pour ce dernier épisode, j'accueille en direct dans mon petit studio une personne spéciale pour moi. C'est un grand ami aujourd'hui, mais avant cela, il a été l'un de mes tuteurs et professeurs dans le cadre de mes études d'enseignement en alto au Conservatoire de Toulouse. Aujourd'hui, il vient nous parler d'improvisation et surtout, il va nous proposer concrètement des clés pour aborder cet exercice créatif avec nos instruments à cordes frottées, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Cet invité, c'est Louis Merlet. Il a été l'élève de grandes personnalités musicales dans le monde de l'alto, tels que Gérard Cosset, Paul Adjage et Claude Ducrot. Dans un premier temps, il a occupé le poste d'alto solo de l'orchestre de chambre du Capitole de Toulouse et il a poursuivi une carrière de chambriste par la suite avec le quatuor Éleusis et l'ensemble Pythagore. En tant que professeur au Conservatoire de Toulouse, il a formé des musiciens qui font carrière sur les scènes européennes, comme Marie Chilem, altiste au sein du quatuor Ébène, Corentin Aparahi, compositeur prometteur, et aujourd'hui, il continue sa route avec Expérience, un quatuor éclectique qui s'inscrit dans des projets transversaux, avec des musiciens comme Hervé Soubiette et les chansons d'Anne Sylvestre, le groupe Zelda, le comédien français Hubert Benhamdine pour sa pièce Réveil. Alors oui, je pourrais continuer à vous conter la biographie de Louis Merlet tant elle est riche et vaste, et vous pourrez d'ailleurs la retrouver plus complète dans la description de la vidéo. Ce que je voulais avant tout vous partager, c'est combien son ouverture est une qualité qui lui a permis, à mon sens, d'explorer de multiples contrées musicales, de se connecter aux gens, au monde, et finalement à transmettre cette imprégnation pluriculturelle et cette énergie qui en découle lorsqu'il enregistre par exemple l'intégrale des suites de Bach. Et bien sûr, tout ça résonne dans sa pédagogie. Le thème de cet épisode, c'est « Oser improviser ». On se retrouve tout de suite avec Louis Merlet. Salut Louis, comment vas-tu ? Bonjour Myrtille, ça va très bien. Ici c'est très joli. Il y a une ambiance qui engendre l'envie d'être concentré, ce qui me plaît bien. Écoute, merci d'être venu jusqu'à moi. Pour cet épisode, tu vas nous partager une vision et une approche pratique de l'improvisation, plus précisément dans une configuration collective et qui se destine à tout public. Tu as toi-même été sensibilisé très jeune au jazz, au rock progressif, au tango. Tu as été initiateur de nombreux projets invitant la danse et le théâtre. Et en tant que coordinateur du département cordes du Conservatoire de Toulouse, tu as participé à des projets d'échange et de formation avec de jeunes talents d'Amérique latine, de Chine et de Palestine. Est-ce que cette partie-là de ta vie professionnelle a nourri ce dont tu viens nous parler aujourd'hui ? Et si oui, qu'est-ce que ça a fait bouger dans ton rapport à la musique et à ta manière de l'enseigner ? Alors je suis pas arrivé à l'improvisation par ces échanges. Au premier abord, c'était plutôt effectivement par la musique anglo-saxonne.
et la pratique comme elle se passe dans le jazz ou le jazz rock. Mais quand j'ai été en contact avec des milieux orientaux ou sud-américains, j'ai constaté qu'il y a une grande liberté d'initiative, et en particulier improvisée, puisque c'est des cultures où l'écrit est très peu présent. Même beaucoup de musiciens ne savent pas lire la musique. Donc, ils écoutent d'autant plus, et ils sont polyvalents. Par exemple, dans certaines soirées orientales, il est assez fréquent qu'un percussionniste se saisisse d'une flûte ou qu'un violoniste se mette à chanter. Et je trouve que c'est une leçon pour nous, qui sommes un peu spécialisés, un peu étroits de pratique, de pouvoir se saisir d'un autre instrument déjà. J'ai remarqué que, par exemple, que toi, tu as équilibré ta pratique corde avec du piano, avec la voix. Et ça pourrait encore se développer, tu pourrais avoir envie de faire de l'accordéon ou du triangle. Enfin Louis, je joue déjà du triangle. Mais sait-il que je joue aussi du couvercle? Oui, c'est ça, le couvercle des casseroles. Pour toi, quelle est la place de l'improvisation aujourd'hui dans l'enseignement? Et est-ce qu'on reconnaît ses bénéfices? C'est-à-dire qu'on sort d'idée que prendre un temps pour improviser dans le cours, c'est une perte de temps. Alors, j'ai souvent ressenti que le système des écoles de musique ou des conservatoires impose des contraintes qui sont pas toujours justifiées, et il y a quelques murs qui doivent tomber. Le plus intéressant, c'était de constater que dans les premières semaines où on apprend un instrument, si on est toujours dans un rapport de reproduire ce que le prof essaye d'expliquer ou de montrer en jouant, on va être dans un rapport relativement passif, et que, au contraire, si dès le premier jour, on crée une dynamique d'activité et de curiosité, et donc d'initiative, un petit enfant, même de 6 ou 7 ans, même en sachant faire 3 notes en PIDS, peut déjà inventer un air, ou déjà faire un premier pas vers l'orchestre. Donc ça, c'était le constat que l'improvisation libre crée un champ de curiosité, et à l'autre bout de la chaîne, pour des très bons musiciens, techniciens, souvent, ils sont un petit peu rigides, et la pratique de l'improvisation fait tomber ces murs dont je parlais et crée une liberté de jeu qui va profiter à la pratique des répertoires très classiques même. Le thème de ta proposition aujourd'hui, c'est oser improviser. Pour commencer, et pour les auteurs qui seraient plus novices en la matière, qu'est-ce que c'est improviser? Improviser, c'est se saisir d'un instrument de musique ou ouvrir la voix pour jouer librement une musique qui n'a pas été calculée, prévue, travaillée. Alors ça peut se pratiquer seul dans sa chambre, mais ça peut aussi se pratiquer avec un petit collectif de quelques élèves ou de quelques amis. Et puis ça peut se pratiquer aussi, on en parlera peut-être à la fin, même en orchestre. Quand on improvise, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une difficulté à se laisser aller? Parce que souvent, c'est l'écueil qu'on retrouve finalement dans l'exercice. Tu parlais de liberté, mais pour certains, c'est pas forcément une liberté qui est ressentie, d'être dans une sorte de vide. Comment tu analyses cette retenue, Louis? Depuis très longtemps, un jeune musicien, il a un certain idéal devant lui. On lui a demandé de reproduire des phrases musicales avec une certaine perfection, et donc il a développé cette idée de perfection. Donc quand il est sur scène ou devant un micro pour enregistrer, c'est pareil, il a toujours cette arrière-pensée, est-ce que ce que je joue est assez parfait comme le serait un texte écrit que je reproduis et que j'ai travaillé pendant 1 mois chez moi. Et la deuxième difficulté, elle est beaucoup plus psychologique, c'est de l'ordre de l'auto-jugement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de s'auto-juger et de se dire « Ah, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire autrement » ou « Oh, mon son, il n'était pas très beau à cet endroit-là », etc. Et il y a un moment où un musicien libre
doit être libre aussi du jugement extérieur. Et donc, pour arriver à être libre du jugement extérieur, il ne faut pas se juger soi-même. Il y a une prise de confiance qui est absolument indispensable. Et c'est quand même un des piliers de l'éducation musicale, la confiance en soi. Quelqu'un de même pas très fort techniquement parlant, instrumentalement, peut, avec de la confiance en soi, faire une prestation éblouissante. Et au contraire, il va y avoir un maître vénéré qui enregistre des disques tout le temps et fait des tournées autour du monde. Tu vas au concert et tu ressens pas grand-chose parce qu'il aligne son programme et il n'y a pas ce petit supplément d'imprévu et d'âme que tu attends. Tu parlais de éviter le jugement. C'est une invitation à accueillir, comme le disait Marc Vella dans l'épisode numéro 8, je crois, c'est d'accueillir nos fausses notes, ces parts qui jaillissent spontanément. On en reparlera après. Il y a, selon moi, ce que tu évoques, s'autoriser à cette spontanéité et à ce qui viendra sans jugement. Mais il y a aussi l'espace qu'on nous autorise, une stimulation par l'enseignant qui peut proposer des projets ou en tout cas un espace, un temps d'improvisation. C'est à chacun de s'organiser, évidemment. Moi, je sais par expérience que quand on a envie de faire la place à cette petite séquence d'improvisation dans un cours, même de 20 minutes ou 25 minutes, on le trouve le temps. Il faut juste que l'enseignant en question il soit vraiment motivé et qu'il perçoive l'intention et ce que ça va apporter à la structure de son cours. On peut très bien imaginer qu'un cours soit je m'accorde, après je joue un petit peu quelques exercices que j'avais à préparer, et puis le morceau que je suis en train de travailler, puis tout d'un coup on fait un petit break et on dit bon ben sur la mélodie de ce morceau, on va divaguer un peu, on va se laisser libre d'inventer autre chose. Et c'est quelque chose qui est pas nouveau parce que l'improvisation c'est quand même la musique au naturel. L'écrit est venu très tard. Et dans l'ère baroque, on sait que la période Vivaldi jusqu'à Mozart, les interprètes, ils jouaient absolument librement le texte proposé par le compositeur et il y avait des nombreuses divagations. Donc il faudrait retrouver cet esprit et il est très enrichissant et il rend heureux. Hein. Pour toi, si on devait développer une qualité en tant que musicien pour pouvoir se laisser aller à l'improvisation, quelle serait-elle ? La première qualité, c'est l'écoute. Paradoxalement, c'est pas de jouer soi-même, mais c'est d'être toujours en capacité d'écouter ce que font ceux qui jouent autour. Et après, une autre qualité qui me paraît essentielle, elle est générale pour les musiciens, mais on la retrouve pour l'improvisation, c'est la curiosité. Parce que ça permet de proposer un nombre de façons de jouer, de sonorités, de rythmes, qui va aller puiser dans son expérience personnelle. Donc quelqu'un qui n'est pas curieux, souvent, il préfère reproduire ce qui lui est imposé. C'est beaucoup plus facile et simple que d'inventer lui-même. Alors, on retrouve plusieurs manières de faire des improvisations, de les jouer, de les mener. Est-ce que tu peux nous donner différents formats d'improvisation qu'on peut rencontrer ? Le premier format, c'est un format assez étroit d'un organiste, par exemple. On lui demande souvent d'improviser, mais c'est dans le style 2. Donc déjà, ça crée une espèce de mimétisme soi-disant comme Bach ou comme Buxtehude. Alors, moi, je trouve ça moyennement intéressant, même si ça a un côté anecdotique, c'est rigolo à faire. Après, il y a l'improvisation jazz, c'est-à-dire une mélodie sur un canevas qui est précis et de temps en temps, un musicien prend la parole et improvise. Après, il y a le free jazz qui était dans les années 70-80 une façon de rentrer sur scène sans savoir du tout ce qui allait se passer et d'improviser complètement. Et puis, des musiciens classiques ont touché à l'improvisation. Je me rappelle par exemple de Mauricio Kagel qui avait imprimé avec des partitions de Beethoven,
dans la chambre de Beethoven à Bonn, et les musiciens se promenaient dans la chambre et jouaient le bout de partition qui était sur le coin de l'étagère, avec les notes tordues, ça faisait des modifications du son. Et après, Kagel nous a fait un atelier sur cette œuvre qui s'appelle Ludwig van, et on a joué sur des grandes photos projetées, et c'est vrai que c'était un résultat, disons, expérimental, mais c'est une démarche comme une autre. Alors, je reviens sur le sujet oser improviser dans le cadre d'un atelier. Pour des profs ou des musiciens qui seraient plutôt novices, qu'est-ce que tu conseilles pour commencer? Alors, moi je pense que l'idéal c'est d'avoir un groupe entre 3 et 7 ou 8 jeunes musiciens. Au début, d'être très modeste, c'est-à-dire de leur dire, voilà, on va faire un morceau de 3 minutes. C'est-à-dire de cibler une petite concentration d'énergie. Alors aussi, il y a des règles du jeu qui est, je ne suis pas obligé de jouer tout le temps. Tu peux rester silencieux tout le long du morceau. C'est une participation comme une autre. Tu n'es pas absent pour autant. Et puis, on peut se donner des petites règles, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur des sujets. On peut dire, voilà, matin d'hiver comme sujet, ou stress. Et alors toujours, ça engendre une certaine dynamique de groupe. Et après, une fois qu'on a joué ce morceau de quelques minutes, on peut débriefer ensemble et dire, voilà, peut-être que c'est parti trop vite, ou ton intervention était bien, mais t'aurais dû aller un petit peu plus loin dans ton discours. Et puis après, on la refait sur le même sujet. Et peu à peu, on modifie un peu la matière, exactement comme dans un atelier de poterie. Donc, l'aspect feedback, il est vachement intéressant. Il est super. C'est beaucoup plus intéressant que juste le rapport de prof à élève pour un morceau, un concerto. Parce que là, il y a l'aspect collectif. Et alors, on voit des jeunes de 6 ou 8 ans qui sont d'une pertinence et qui ont une feuille d'enfer, qui entendent très bien tout ce qui se passe et qui ont une réserve d'imagination qui là est mise à profit, alors que dans le système scolaire général, que ce soit la scolarité des matières classiques ou leur pratique artistique, c'est quand même très contraint et on ne fait pas beaucoup appel à leur créativité. Louis, je te laisse à présent prendre le micro et pour les auditeurs, n'hésitez pas à prendre des notes. Je vous souhaite une belle immersion dans l'univers de l'improvisation collective avec Louis Merlet. Voilà, alors on va commencer juste par dire que on a parlé de l'importance de l'écoute et dans l'improvisation, ce qui est absolument magique, c'est qu'elle est éphémère et volatile. C'est un acte musical qui va jamais être reproduit tel quel. Donc on le fait dans l'instant et il est pour toujours perdu. Et donc il est en même temps, on peut le recréer en permanence. Donc ça fait un contexte d'événement qui est que chaque improvisation est unique et un petit événement musical qui a lieu, même s'il n'y a pas d'auditeur. Quand on parle d'atelier, c'est la méthode qu'on va utiliser pour réussir à improviser ensemble. Alors là, je vais vous parler de la méthode qu'on va utiliser, que vous soyez un jeune enfant musicien qui a envie de faire de l'improvisation, ou un prof qui a envie de développer cette pratique avec sa classe, ou alors un auditeur qui aimerait connaître les dessous de l'improvisation. La première chose, c'est qu'on va essayer d'élaborer un vocabulaire, comme quand on est très petit, papa, maman, la table, la chaise, la porte. Et là, on va choisir toutes les couleurs qu'on peut utiliser pour jouer. Ça va permettre après de varier ces modes de jeu, pour éviter que les choses soient monotones et que la personne joue toujours le même style de notes. On va d'abord les pratiquer seuls pour bien identifier ce qu'on peut faire, parce que tout le monde n'est pas capable de jouer toutes les situations. Et puis après, on essayera de pratiquer ces petits points en groupe. Alors voilà, l'alto est en marche. J'ouvre ma boîte à outils et je vois quel genre de son je vais utiliser. Alors, un des sons que je peux utiliser, c'est le point. Donc le point, ça peut être un petit impact, un accord, une note courte.
ou même modifier la sonorité en faisant voilà, en pinçant la corde sur la touche. Après, un autre mode de jeu qui est très intéressant, c'est tout ce qui est de l'ordre de la trame. La trame, c'est-à-dire ce qui va servir de toile de fond à votre improvisation. Donc ça peut être une note tenue, ou un trill qui dure, ou deux notes. Tout ça, ça va pouvoir servir de toile de fond pour que d'autres musiciens jouent des choses plus ponctuelles. Après, on peut utiliser l'outil de la gamme. Alors une gamme, c'est pas comme une gamme qu'on connaît dans la musique classique. Ça peut être une gamme ou des notes plus étalées comme des arpèges. Voilà, on va utiliser peut-être ce principe de ascension et descente. Si on exagère, on peut aller jusqu'au glissando, qui est une sorte de gamme complètement fondue. Ou très très lent. Si vous faites un glissando pendant 2 minutes d'improvisation, ça va être une extraordinaire tension, ça fait ça. Et pendant ce temps-là, il peut se passer un tas d'événements autour qui font qu'il y a toujours ce petit curseur qui est en train de monter, monter, monter et qui donne du suspense, voilà. Après, le glissando, il peut être aussi rapide. Ça peut être assez humoristique. Ou en harmonique. Il y a des choses très jolies qu'on peut faire avec les harmoniques. Il faut bien savoir que les harmoniques sont pas très puissantes, par contre très aiguës, donc on les entend beaucoup, mais il faut les placer au bon moment. Et si vous faites toujours une petite ronde d'harmonique, ça peut être une façon très simple de faire une improvisation déjà intéressante. Toujours dans le glissando, on peut aussi relier les notes. Comment dire ? Un peu, on retrouve l'esprit du swing. J'ai un autre mode de jeu que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu plus, quelquefois difficile à entendre, mais qui peut être un peu traumatisant et dans l'idée de faire un petit acte théâtral. C'est tout ce qui est de l'ordre des bruits. Alors, par exemple, il y a les frottements, les grattements, les grincements, que je combine avec la vitesse de l'archet pour les rendre plus... leur donner du relief, disons. Après, il y a, en appuyant pas tout à fait le doigt sur la touche, je peux avoir un résultat très très surprenant parce qu'on entend, on perçoit les notes harmoniques sans qu'elles soient vraiment jouées. Je sais pas si vous avez entendu la petite suite de notes qui avait lieu. Après, il y a l'archet sur le cordier, sur le bois, ou entre les chevilles. Ça fait un tremblement de squelette. Ou alors un son abominable que je ne vous dirai pas comment on peut le faire. Voilà. Une dernière petite mode de jeu qu'on peut donner, c'est les bariolages. Donc tout ce qui est battement entre deux notes. Voilà. Et tout ça combiné avec les... On appelle les dynamiques, c'est quand il y a fort, piano, crescendo, décrescendo. Cette petite boîte à outils va être combinée avec un souci rythmique. Parce que si on n'organise pas un minimum l'aspect rythmique de l'improvisation,
Le résultat va être peut-être un peu fou, mais peut-être difficile à entendre pour ceux qui écoutent le concert ou l'audition. Voilà. Donc, on va s'assurer que chacun ait bien conscience de cette pulsation qui est l'essence de la musique. Donc, évidemment, je peux structurer mon improvisation sur un certain type de rythme. Je donne un exemple avec des notes et des silences. Ça, c'est relativement rythmé. Mais je peux aussi jouer ce qui s'appelle un ostinato, c'est-à-dire je vais trouver une continuité rythmique, quelquefois rapide, même sans jouer beaucoup de notes. Là où ça devient intéressant, c'est quand je vais jouer des notes fantômes, un petit peu comme ça se fait dans la musique funk, ça va donner un rebondi à ce motif qui pourrait être ennuyeux au bout d'une minute. Et il y a des rythmes qui donnent une ambiance particulière. Par exemple, si je joue Blanche Pointée Noire, ce que vous connaissez comme Blanche Pointée Noire, ça va donner un côté de marche un peu solennel. Ou, très différent, si je fais l'équivalent de ce qu'on connaît comme croche pointée double, ça fait... C'est assez marrant d'avoir une improvisation un peu sérieuse, un peu abstraite, et tout d'un coup, quelqu'un qui se lance dans une petite ritournelle enfantine, type de mélodie comme ça. Ça a un côté un peu deuxième degré qui peut être vraiment un clin d'œil, et franchement, les auditeurs, ils adorent quand il y a des trucs rigolos dans les improvisations, ou un peu de fantaisie. Et une dernière chose qu'on peut dire de ce chapitre, finalement, des modes de jeu, c'est que quand on joue en collectif, à 3, 6, 9, on va s'assurer que chaque joueur est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a une démarche consciente d'aller chercher dans la boîte à outils l'outil et de se dire « Tiens, là, il me manque un aspect dans cette improvisation, c'est des harmoniques. Je vais effleurer ma corde de Ré et ça va donner un petit continu, un petit fil. Et ce sera très intéressant aussi pour ceux qui sont déjà en train de jouer. Et certains peut-être vont se saisir de ce fil et le reproduire ou le prolonger. Et ça va être toute la partie magique de la construction d'une improvisation, qui est dans quelle mesure ce que j'écoute m'aide à générer ce que je joue. Alors maintenant, en petit intermède, on va vous proposer un jeu pour voir si vous avez bien écouté ce qu'on a dit. Donc, je demandais à Myrtille de prendre son alto et on va vous faire une petite improvisation à 2 voix où chacun de nous va utiliser des outils, mais pas les mêmes en même temps, évidemment. Et puis à un moment, on va changer et celui qui faisait tel outil va prendre celui de l'autre.
Eh ben Myrtille, t'es une super improvisatrice. Je le savais déjà. Merci. Mais t'as réussi à m'étonner quand même. Alors là, dans ce qu'on vous a présenté, c'était une improvisation complètement spontanée. On a juste dit, chacun prend le rôle de l'autre à un moment. Ça peut faire peur un petit peu, ce procédé de partir dans le vide, un petit peu comme si on n'avait plus d'attache à aucun repère. Donc, dans le cadre d'un atelier qu'on ferait avec des enfants, par exemple, ça peut être un peu tranquillisant pour tout le monde de choisir un petit plan avant de jouer. Par exemple, on se met d'accord sur le fait qu'on joue dans une tonalité. Parce que là, nous, on a joué freestyle, hein, mais on peut garder une ambiance de ré majeur, par exemple, et puis dire, on va faire un crescendo pendant 2 minutes, et après, toi, tu vas faire un solo complètement libre, et puis on va faire un décrescendo pour finir. Voilà, on peut choisir quand même un certain déroulement. Ça ne veut pas dire qu'on va calculer les notes, ça laisse à chacun sa liberté d'intervention, mais ça permet quand même de se diriger ensemble avec une petite cartographie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour le collectif. Et l'autre chose qui me paraît intéressante, c'est qu'il y a un maître du temps qui annonce la durée de l'improvisation, parce que c'est très pratique de savoir concentrer les événements musicaux et dire on va faire une improvisation de 3 minutes ou de 10 minutes. C'est très différent comment on va théâtraliser les choses. Si on fait une improvisation de 20 secondes, ça va être quelque chose d'extrêmement fugace et il ne faut pas de bavardage inutile. Par contre, si on a 10 minutes, effectivement, il y a de quoi faire toute une construction progressive avec des interventions solistes ou peut-être justement un grand tutti à un moment qui paraît intéressant. Tout ce qu'on vient de dire va pouvoir se combiner avec d'autres contextes d'improvisation ou des supports. Et j'en ai connu plusieurs dans des situations d'animer des groupes de jeunes improvisateurs. Quelquefois dans le cadre de ma classe au conservatoire où j'avais toutes les cordes par petits groupes. Et puis autrement, j'ai animé des stages dans un conservatoire plus petit où tous les instruments confondus, il y avait un atelier collectif qui était proposé. Et donc j'ai utilisé ce genre de support que je vais vous proposer. Dans l'idée d'improviser en groupe, on peut avoir une théâtralité qui aide l'imagination musicale. Donc il n'y a pas que l'instrument et les modes de jeu que je vous ai raconté, la petite boîte à outils, mais on peut se choisir un rôle comme un jeu de rôle. Et donc dans le groupe d'improvisateurs, il y en a un qui va jouer le rôle de la grand-mère immobile dans son coin qui ronchonne de temps en temps. L'autre, il va être le sage qui donne des longues phrases très mélodieuses. Et puis, c'est très sympa, il peut y avoir le ou la sale gosse, c'est-à-dire celui qui se met à trépigner des 2 pieds en jouant des notes très agressives et en agressant les autres aussi. Et puis, il peut y avoir un clown qui va proposer des petites interventions complètement décalées par rapport à l'ambiance de l'improvisation. Il peut y avoir un rêveur ou une rêveuse. C'est pas nécessaire que ce soit annoncé à l'avance, c'est à chacun de s'imaginer un rôle, et du coup, il va essayer d'être cohérent par rapport à son rôle. Alors, pour des étudiants plus grands, comme des gens de 15-16 ans, c'est super intéressant d'avoir chacun la décision du rôle qu'il va jouer. On fait l'improvisation qui dure 5, 6, 10 minutes, et après, on essaye de deviner chez les autres ce qu'ils ont interprété. Ah, toi, tu avais un rôle plutôt moteur, ou toi, tu avais un rôle plutôt rêveur. Une deuxième expérience que j'ai eue, c'était de projeter des séquences filmées de films existants. Pas trop des scènes de restaurants, de café, mais plutôt des voyages, des chevauchées, ou un vol d'oiseaux dans la montagne. Et donc, le petit groupe doit improviser une bande originale pour ces images. Donc, on le projette d'abord, par exemple, sans la musique. Puis, on joue dessus. Donc, ça dure 4 minutes, par exemple, la séquence.
On essaye de construire une improvisation dessus. Et au moment où il y a un zoom sur un arbre, il va y avoir un instrument qui monte un petit peu en puissance et qui joue d'une manière plus généreuse. C'est des exemples, hein. Et pour faciliter la compréhension du travail qu'on est en train de faire, on peut enregistrer aussi pour que ceux qui ont joué entendent ce qu'ils ont proposé comme bande originale. Et puis à la toute fin, on peut écouter la bande originale du film où on remet les dialogues, on remet la musique originale. Et souvent, on est très déçu parce que c'est quelquefois très premier degré, alors que la version qu'on a proposée en faisant une improvisation libre est beaucoup plus foisonnante d'imagination. On peut utiliser aussi des films d'animation, hein. Ça peut être des films de Miyazaki ou Shrek ou Azur et Asnar. On prend des séquences un peu animées et on les illustre musicalement. Un autre petit mode d'improvisation, c'est d'ajouter une dimension de déplacement dans l'espace. On peut prolonger l'acte musical par le fait d'une situation théâtrale. Donc, un peu comme un opéra improvisé. Donc un personnage va jouer en marchant, un autre va se mettre à genoux et pouvoir proposer une mélodie un peu surnaturelle. Peut-être s'il y a une contrebasse, c'est quelqu'un qui va poser sa contrebasse, se déplacer, jouer à un autre endroit, se déplacer, jouer à un autre endroit. On peut aussi jouer de la contrebasse à l'horizontale. Ça peut être intéressant comme effet. Mais ce qui est bien, c'est que on va pouvoir capter l'attention du public avec cette théâtralité. J'en viens à une dernière possibilité de pratiquer une improvisation en grand groupe, par exemple un groupe de 30 ou 40 musiciens, qui est le sound painting, la peinture des sons. C'est une technique qui a été inventée justement pour permettre d'organiser les événements musicaux à l'aide d'un chef d'orchestre qui est désigné, qui peut être changé de temps en temps. Ça peut être un des musiciens de l'orchestre qui devient chef d'orchestre. Il y a un certain code de gestes qui est choisi pour permettre à certains musiciens de commencer à jouer, à d'autres de s'arrêter de jouer, ou de faire jouer tout le monde ensemble, ou de créer des dynamiques qui s'alternent entre le plus petit pianissimo et le plus grand fortissimo. Alors c'est quelque chose qui est assez vivant, et pour l'avoir pratiqué aussi avec des vraiment jeunes enfants, ils adorent prendre le rôle du chef d'orchestre et tout d'un coup pouvoir sculpter la matière sonore avec leurs amis qui sont devant eux et qui essayent d'obéir à leurs gestes. Ça donne des résultats très sympas et ils sont tout fiers d'avoir produit cette improvisation dirigée. Merci Louis pour ces conseils précieux et cet échange avec ton alto, mais aussi avec ton expérience qui est vraiment vivante, et j'espère que les auditeurs auront reçu cette part vivante de ton enseignement. Donc Louis, une fois qu'on maîtrise tous ces outils que tu nous as proposés, de quelle manière ensuite on peut passer à cette étape ultime de ce sentiment de liberté? Alors ce qu'on a dit, c'est quand même une aide d'avoir une certaine directivité. Prenons l'exemple d'un petit groupe de rock de lycéens qui se forme. Il va y avoir guitare, basse, batterie, et le chanteur un peu plus autoritaire que les autres qui va dire « toi tu joues ça, regarde les accords c'est ça », et hop, on y va, on fait pas dans le détail. Là, dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on parle d'une pédagogie de l'improvisation, et donc tout va reposer sur la finesse de celui qui propose l'atelier ou qui forme ou le prof, le pédagogue. Il va falloir qu'il travaille beaucoup sur une directivité intelligente qui conduit à la liberté par l'autonomie, c'est-à-dire qu'au début, il donne les outils, comme je vous ai donné tout à l'heure, mais peu à peu, ces outils, on n'en a plus besoin, ils vont disparaître, ils sont plus du tout une forme figée. Chacun connaît son matériel, chacun identifie son type de créativité ou ce qu'il a envie d'apporter au groupe d'improvisateurs avec qui il est en train de pratiquer.
Et le formateur, il donne un cadre au début, et puis peu à peu, exactement comme un coach d'équitation, peu à peu, il va dire, bon, bah, t'y vas, allez, tu fais le tour du manège 3 fois, et tu me passes ces 5 obstacles, etc. Et celui qui est sur son cheval n'a pas besoin qu'on lui réexplique comment faire cabrer le cheval, etc. Donc là, chacun sait qui il est, et même le formateur sait ce dont sont capables ces improvisateurs qu'il a en atelier, et on va pouvoir peu à peu se privé de tout scénario, de tout calcul. Il y a juste l'intention de s'écouter et de se compléter et de faire des propositions qui sont plus ou moins enrichies par les autres pour vraiment construire une œuvre, on peut dire. Exactement comme un compositeur qui compose une symphonie. Et là, on est en train de construire un acte musical spontané qui tout d'un coup prend vie avec la dimension très précieuse d'un public, ce qui effectivement est encore plus déroutant. Ce que j'ai rencontré comme situation ultime de cette proposition-là, c'est d'avoir été avec un improvisateur clavier, un autre cornemuse, le 3e percussion et violon alto. Au moment où on était dans les coulisses avant le concert, qui devait durer 1h30, on ne savait ni les uns ni les autres ce que chacun allait jouer. Et hop, on s'est lancé sur scène, il y a les projecteurs dessus, il y a le public qui attend quelque chose. Et là, tout peut arriver, et on peut aussi rester 10 minutes en silence avant que ça commence. Et suivant l'acte musical de l'un ou de l'autre, ou le duo qui s'installe, se construit un moment. Et on peut construire un concert comme ça. Donc, Louis, pour conclure cet épisode, tu parlais justement du public, puisqu'il y a cette part de déploiement de soi, et puis de dépouillement aussi, quelque part, pour accéder à une forme de liberté. Comment on fait pour aussi sensibiliser un public à ce genre d'expression musicale? Parce que c'est pas évident pour l'oreille de la personne qui est habituée à des musiques hyper structurées, hyper harmonisées, comme on le trouve aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point? On va essayer de conduire le public à écouter une histoire. Si c'est dans un cadre d'audition, par exemple, on peut expliquer aux personnes comment on a préparé et ce qui va se passer. Est-ce que c'est préparé ou au contraire spontané? On peut proposer au public de donner le sujet de l'improvisation lui-même. C'est-à-dire que les musiciens sont des exécutants de la volonté du public, comme dans les concerts à la criée, ce qui a pas mal de succès et qui est une manière de motiver le public. On peut le faire aussi à l'échelon individuel. Si vous êtes avec un groupe d'amis, un samedi soir, vous sortez votre instrument et vous dites « Donnez-moi le sujet, moi je vous le joue ». Et c'est super intéressant d'aller puiser dans sa réserve personnelle de petites combines, des illustrations de ce que quelqu'un a proposé comme thème. Louis, l'épisode touche à sa fin. J'ai invité nos auditeurs à rester encore quelques instants. Mais avant cela, est-ce que tu as envie de donner un dernier conseil à nos amis improvisateurs, à ceux qui souhaiteraient se dépasser, se lancer? Quel serait ton message pour eux? C'est pas tant un conseil qu'une évocation. Parce que je vois que l'obstacle principal pour des jeunes improvisateurs, c'est la simplicité. On pense trop, on se juge soi-même et on essaye d'éliminer, on essaye de construire un peu artificiellement. Souvent, il y a une voix en nous très profonde qui sait exactement ce qu'elle a envie d'exprimer, le chant qu'elle a envie de créer et de proposer aux autres et de donner, parce que la musique, c'est quand même une histoire de don et d'amour. Il faut jamais oublier ça. C'est que la première des valeurs, c'est une valeur d'amour. Et le conseil que j'aurais, c'est de redevenir un enfant. Un enfant,
il est dans l'instant présent, exactement comme un improvisateur. Puis il dit, toi tu fais le pompier, et moi je fais la paysanne, et on prend des rôles comme ça, et on joue des heures et des heures à partir de scénarios échafaudés, sans aucun calcul, sans aucune arrière-pensée. Je pense à 3 expériences qui m'ont beaucoup apporté avec tout mon mental d'Européen, là, débarquant dans une société très rudimentaire, et une petite fille navajo, qui, au Nouveau-Mexique, qui joue sur sa flûte dans un coin de sable du désert, et qui produit une musique merveilleuse qui rebondit sur les pierres qui l'entourent. Ou alors un autre souvenir à Ramallah avec des jeunes Palestiniens complètement allumés un soir qui improvisaient en s'échangeant leurs instruments et avec une joie communicative et une espèce de inventivité sans limite. Et aussi un dernier souvenir dans un parc à Shanghai, au lever du jour, peut-être 8h moins le quart le matin, 3 musiciens traditionnels chinois avec leur petit imperméable parce qu'il faisait moins 5 degrés, et ils étaient là à se retrouver pour le plaisir de jouer. Je les ai entendus depuis le fond du parc, je me suis rapproché, j'en croyais pas mes yeux. Et ils ont joué pendant 2 heures avec une profondeur touchante, mais avec des moyens techniques très très simples. Presque n'importe qui pourrait faire ce qu'ils étaient en train de jouer. Simplement, ils étaient dans l'instant présent. Et je pense que le sens de l'improvisation, c'est surtout de retrouver la voix intérieure, originelle, qui s'ouvre et qui donne au monde. Savourez ce que vous offrez. Mémorisez ce que vous avez puisé et partagé. Oubliez-le aussitôt. Recommencez. Savourez. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Comme le souligne Louis, l'improvisation, c'est à la fois le fruit d'une technique, avec cette nécessité de l'outillage et comment on peut articuler tout ça, comment on peut le mettre en vie. Mais c'est aussi une question reliée à d'autres perceptions plus fines, plus profondes. Voilà. J'espère que ça infusera de votre côté durant cette belle saison estivale à venir. En attendant la rentrée, je vous souhaite de belles vacances. Prenez bien soin de vous et à bientôt.